Bienvenue à ce webinaire de lancement du rapport de culture de Sphène au Canada. Avant de débuter, j'ai quelques considérations pratico-pratiques à vous transmettre. S'il vous plaît, premièrement, assurez-vous que votre micro est fermé. Je vous invite aussi à repérer l'espace de conversation, le chat dans l'interface. Vous allez en avoir besoin sous peu. Puis en attendant, j'ai aussi déposé les liens vers les documents afin que vous puissiez les télécharger dès maintenant. Toujours concernant l'espace de conversation, vous pouvez vous en servir pour y inscrire vos questions au fur et à mesure de la présentation, au gré de vos inspirations et interrogations, ou encore vous pouvez attendre à la fin de la présentation pour le faire. Par ailleurs, vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions directement aux présentateurs, aux auteurs à la fin de la présentation. Ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle que la présentation est enregistrée et sera rendue disponible en ligne. Si vous préférez ne pas être filmé, n'oubliez pas de fermer votre caméra. Et enfin, je vous invite à localiser les options de réaction en haut de l'écran afin de laisser libre cours à vos émotions pendant la présentation. Donc, vous pouvez nous faire des petits visages surpris ou des bravos. Mise en contexte. Bon, donc c'est avec un grand plaisir que le Créneau organise ce webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Claire Leblanc, je suis gestionnaire des projets et des communications au Créneau d'excellence Tourbe et Substrat et à l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec. C'est moi qui vais être votre hôte aujourd'hui. Pour ceux qui ont levé le sourcil quand j'ai dit Créneau, je me permets de souligner que le Créneau, c'est le Créneau d'excellence Tourbe et Substrat. On est basé au Bas-Saint-Laurent. Il existe depuis 2007 et compte 26 membres. Sa mission, c'est de rassembler les forces vives du secteur de la tourbe horticole afin qu'elles travaillent de concert sur leurs enjeux communs. Donc, le Créneau vise à appuyer le développement des entreprises par le renforcement de la synergie industrielle, l'émergence des technologies innovantes, le maintien et l'accroissement de la responsabilité sociétale et aussi le développement d'une identité qui est propre au secteur. Parmi les objectifs du plan stratégique du Créneau, on compte l'accompagnement des entreprises dans l'adoption, le maintien et la promotion de bonnes pratiques. Et c'est exactement là-dedans que le présent webinaire s'inscrit. Depuis de nombreuses années, il y a des essais de culture de Sphène qui ont été réalisés au Canada, et plus précisément au Québec et au Canada. Par contre, les connaissances étaient dispersées un peu partout dans différentes présentations, des rapports, des comptes rendus et probablement beaucoup de conversations de table à café. Donc, considérant l'intérêt grandissant des producteurs de tourbe à établir davantage de sites de culture de Sphène, mais aussi un intérêt mondial le général et aussi dans une volonté de ne pas perdre les connaissances qui avaient été acquises avec le temps, il semblait essentiel de produire une synthèse des connaissances et des bonnes pratiques sur la culture de Sphène. C'est donc dans ce contexte-là qu'a été rédigé le document de culture de Sphène au Canada, État des connaissances. Il a été publié en partenariat avec le groupe de recherche en écologie des tourbières, avec Valores, avec l'Association de tourbe de Sphène canadienne et l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec, avec la participation financière du Créneau Tourbe et Substrat, le ministère de l'Innovation, de l'Économie, de l'Innovation et maintenant de l'Énergie dans le cadre de la démarche Accord, ainsi que de la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick. Donc, assez d'introduction. Je vais vous présenter maintenant les auteurs du guide qui seront aussi vos présentateurs aujourd'hui. Mélina Guénénanchen, qui est professionnelle de recherche au groupe de recherche en écologie des tourbières à l'Université Laval, ainsi que Benoît Saint-Hilaire, qui est coordonnateur aux opérations de l'équipe tourbière Sol et développement durable chez Valores. Mélina et Benoît, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Marie-Claire. Je vais partager mon écran. Vous me validerez que tout fonctionne bien. On voit bien Mélina. Parfait. Pas long, je veux m'assurer que moi aussi, je vois bien mes petites notes que je me suis mis pour pas vous manquer de contenu. Donc, comme Marie-Claire l'a très bien dit, donc moi, en ce moment, je suis professionnelle de recherche au groupe de recherche en écologie des tourbières à l'Université Laval. Mais avant ça, donc, j'ai fait un baccalauréat en biologie également à l'Université Laval. J'ai complété ensuite une maîtrise et un doctorat au groupe de recherche en écologie des tourbières. Puis, durant mes études, j'ai pu participer à la mise en place des deux plus récents sites de culture de Sphène, dont on va vous parler un petit peu plus tard dans la présentation, donc un au Québec puis un au Nouveau-Brunswick.
Puis, durant ces étapes-là, comme on le voit super bien dans les photos, ben, j'ai mis la main à la pâte ou à la tourbe, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai participé à l'aménagement des bassins, réintroduit la végétation, puis également, par la suite, je me participé là, au suivi de la végétation dans les années subséquentes. Puis ensuite, à la suite de mes études, j'ai fait aussi un stage postdoctoral là, au sein du CRET. Donc, c'est pour ça, je pense que j'ai été une des personnes désignées pour contribuer à l'écriture de ce rapport, étant donné que j'ai beaucoup participé là, au dernier site de culture de Sphène. Et bonjour tout le monde, moi c'est Benoît Saint-Hilaire. Je travaille chez Valores maintenant depuis bientôt 10 ans. Et puis là, je suis coordonnateur des opérations. C'est surtout concernant nos activités terrain puis en serre. Donc, la culture de sphinx rentre vraiment bien là-dedans dans mes tâches. J'ai un baccalauréat en biologie de l'Université Laval. Puis, plus récemment, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires là, à l'Université de Moncton. J'ai été très, très actif là, en 2014 lors de l'ouverture du site de Shippagan au Nouveau-Brunswick. On peut dire que j'étais les yeux pour ce site-là en particulier, là. Puis depuis, ben, j'assure la surveillance puis le suivi là, de ce site-là à chaque année. Donc, un peu comme Mélina, je pense que l'implication que j'ai depuis presque 10 ans là, sur la culture de sphinx fait de moi une bonne personne pour la rédaction de la synthèse qu'on a faite. Plus, je me vois plus vraiment du côté opérationnel, là. Merci, Benoît. Mais maintenant, on va vous demander, en fait, vous, qui êtes-vous pour un peu savoir à quelle audience on a devant vous? Puis là, j'utilise un outil tout à fait technologique que j'ai vu là, durant une dernière présentation. Fait que je vais arrêter mon partage d'écran puis en commencer un autre. Donc, Marc-Claire va vous indiquer les consignes pour aller participer au sondage. Donc, en fait, il faut tout simplement ouvrir un navigateur web, taper www.menti, donc menti.com, puis on va vous demander de rentrer un code. Et ce En fait, c'est code-là... déjà dans l'espace OK, de conversation, là, si vous Ah, ben ça rentre déjà, donc on voit déjà les résultats. Donc, OK, une bonne dominance des OBNL. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Pour ceux qui n'ont pas, suivi, donc, dans l'espace de conversation, dans le chat, vous avez le lien et le code. OK, excellent. Donc, c'est pas nécessairement à quoi je m'attendrais, là, comme j'ai pu trop... Ah, OK. Je pense que les réponses rentrent peut-être avec un petit délai. Donc, parfait. Je ne m'attendais pas à avoir une audience aussi grande là, de gens qui travaillent dans le non lucratif. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça génial qu'il y ait une belle diversité aussi là, dans l'audience. Donc, je vous amènerai peut-être ensuite à aller répondre à la seconde question qui est par rapport à votre niveau de connaissance sur la culture de sphinx. Donc, il y aurait 4 possibilités de réponse. Soit vous êtes des experts, vous en faites déjà pousser dans votre cours, vous en connaissez quelques bases, faibles, vous en avez déjà entendu parler. Et sinon, il y a aussi culture de quoi? Là, on part d'un autre niveau complètement. OK, je suis intéressée à discuter avec les gens après qui en font pousser dans leur cours. Ça m'intéresse. Hein. Bon, génial. Parfait. Fait que je pense qu'on se situe là quand même avec des gens qui connaissent bien la culture de sphinx. Fait que ça va bien aller avec notre présentation. J'aurais pas besoin d'expliquer trop les bases. OK, 7 personnes qui en font pousser dans leur cours, je veux savoir, je veux plus d'informations. Donc, j'arrête ce partage-ci, puis je vais retourner dans la présentation. Vérifiez, s'il vous plaît, que tous les micros soient fermés. Je vois il y a quelqu'un qui est encore dont le microphone n'est pas fermé. Faites un petit tour, s'il vous plaît. Parfait. Donc, juste pour vous faire un petit peu donner une idée du plan de la présentation, donc on va commencer par vous présenter les objectifs, un peu de la synthèse que Marc-Laure a quand même bien décrit. Ensuite, qu'est-ce que c'est la culture de sphinx, à quoi ça peut servir, présenter différentes, les historiques, les avancées internationales qui ont été faites sur le sujet.
Et ensuite, c'est Benoît qui va vous présenter les différentes étapes de réalisation, ainsi que les ressources nécessaires et terminer avec une conclusion, bien sûr. Donc, l'objectif de ce guide était de faire l'état des connaissances acquises depuis l'instauration des premiers sites de culture de sphinx, ensuite de rassembler l'expertise qui avait été développée au cours des années, puis de récapituler toutes les notions nécessaires à l'établissement et au fonctionnement d'un site de culture de sphinx. Donc, l'objectif n'est pas nécessairement de démontrer quelles sont les meilleures pratiques, parce qu'on n'en est pas réellement là en ce moment. On est vraiment plus à un stade de recherche et développement. Mais donc, en fait, on comprend en fait que les informations qui vont être exposées ici vont être appelées à changer au fur et à mesure que la recherche et la pratique progressent. Effectivement, aussi, le guide ou la synthèse plutôt n'est pas un article scientifique. C'est vraiment présenté dans un langage clair et accessible là, qui est destiné à tous. On a maintenant une petite vidéo à vous montrer de notre site de culture de sphinx à Chippagan, au Nouveau-Brunswick. Donc, ce que vous voyez ici, c'est donc une vue des bassins. Et là, à l'intérieur même des bassins, puis ce qu'on voit, en fait, c'est Thomas Albaré Mélina, on qui, ne voit pas. Ah, vous voyez pas la vidéo Ah, pour vrai? oh, attends, ça vient de mon côté, en tout cas, ça vient d'apparaître. Fait que, ça se peut qu'il y ait un petit lag, là. On voit quelqu'un qui prend les niveaux d'eau. OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, comme Marie-Claire dit, on voit quelqu'un qui prend les niveaux d'eau. C'était pas nécessairement pour vous montrer la technique, mais plus de voir à quoi ça ressemble, bon, la sphinx, puis un site de culture de sphinx, techniquement, sur le terrain. Donc, la culture de sphinx, c'est la production durable de biomasse de fibres de sphinx non décomposées sur une base qui est cyclique et renouvelable. Puis, juste comme petite précision ajoutée, la culture de sphinx, même si elle va quand même beaucoup s'inspirer de l'approche nord-américaine de la restauration des tourbières à sphinx, ce n'est pas de la restauration à proprement parler, si on veut. En fait, il faudrait plutôt le voir, la culture de sphinx, comme une espèce de restauration optimisée dans un but de favoriser la production des fibres de sphinx. Donc, c'est comme plus une espèce d'agriculture. Donc, les sphinx, c'est des petites plantes sans racines de la classe des mousses qui sont répandues et très abondantes dans les tourbières et d'autres types de milieux humides. Je pense que ça, c'était déjà su. À quoi ça pourrait servir cette fameuse fibre de sphinx produite en culture? Donc, il y a plusieurs utilisations potentielles, notamment, entre autres, celle-ci pourrait être utilisée comme nouvel ingrédient, en fait, à valeur ajoutée dans des substrats de croissance, soit pour remplacer partiellement la perlite ou la vermiculite, et potentiellement même, potentiellement même partiellement la tourbe. En fait, il y a déjà des études qui démontrent que ce serait possible de le faire, mais sans altérer donc la qualité chimique et physique des substrats de croissance. Ensuite, la fibre de sphinx est déjà employée comme des substrats pour la croissance des orchidées. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Également ici pour faire des litières là, pour voyons, le mot m'échappe, mais vous comprenez ce que je veux dire? Terrarium. Des terrariums, voilà. Ensuite, la sphinx pourrait être utilisée comme matériel d'honneur pour la restauration des tourbières à sphinx. Donc, on pourrait voir ça, des sites de culture de sphinx comme des espèces de petites pépinières à sphinx. Et finalement, il existe aussi d'autres utilisations potentielles qui restent à examiner. Notamment, là, si on considère que les propriétés vraiment très absorbantes des sphinx, on sait déjà, entre autres, que celles-ci ont déjà été utilisées pour fabriquer des serviettes hygiéniques, entre autres. Donc, c'est ça. En fait, parmi les utilisations déjà actuelles de la sphinx, il faut aussi comprendre que celle-ci va être récoltée dans des tourbières naturelles. Donc, comme on voit ici, c'est écrit All Natural Sustainably Harvested. Donc, le fait de produire de la sphinx en culture de sphinx, ça permettrait potentiellement de réduire l'impact qu'on a dans la récolte qui se fait actuellement dans des milieux naturels. Donc, il y a des premiers essais en lien à la restauration qui ont été conduits environ dans les années 90 qui ont mené au développement de la méthode de restauration des tourbières telle qu'on la connaît actuellement. Puis, ces essais-là, en fait, ont été bénéfiques pour les premiers balbutiements de la culture de sphinx parce que c'est notamment à ce moment-là qu'on a compris, en fait, que la culture de sphinx devrait se faire en bassin, puis que l'irrigation là, par des canaux, donc l'irrigation latérale de l'eau avec des canaux, était optimale là, pour favoriser la diffusion de l'eau.
Ensuite, entre 2006 et 2012, il y a plusieurs cycles de culture de sphinx qui ont été mis en place à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, avec un contrôle manuel du niveau de l'eau. Puis de cela, il y a un article scientifique qui a été publié en 2015, donc par Rémi Pouliot, dont les conclusions principales, en fait, de l'article étaient que pour optimiser la production de sphinx en culture, ben, le système d'irrigation, en fait, devrait être automatisé pour favoriser l'accès à l'eau des sphinx. Durant cette même période-là, il s'est aussi tenu un atelier de travail à Shippagan lors d'un congrès international. Puis ensuite, en 2013 et en 2014, il y a 2 nouveaux sites qui ont été mis en place, donc à Saint-Modeste, dans le coin de Rivière-du-Loup et à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, avec une optimisation du système d'irrigation, donc pour avoir un système automatisé. Par contre, depuis l'article de Rémi Pouliot en 2015, il n'y a pas eu de nouvelles publications et en fait, toutes les connaissances sont principalement rassemblées dans la littérature grise qu'on appelle, donc dans des rapports, des présentations, des comptes rendus ou finalement aussi juste dans la tête des gens. Donc, d'où la nécessité de produire le document qu'on présente aujourd'hui. Ensuite, je voulais faire aussi une petite parenthèse pour préciser que même si le document aujourd'hui qu'on vous présente fait l'état des connaissances qui ont été développées au Canada, mais il faut savoir que la culture de sphinx est également en développement en Europe depuis le début des années 2000, donc plus précisément en fait en Allemagne. On présente à quelques reprises dans le document des parallèles avec l'expérience allemande, surtout pour mettre en évidence des différences de contexte entre le Canada puis l'Allemagne, notamment entre autres par rapport à la qualité de l'eau d'approvisionnement qui va être très différente entre nos deux pays, puis aussi par rapport aux différences climatiques. Donc, c'est important de tenir en compte de ces différences-là pour pas nécessairement appliquer leurs connaissances directement à notre contexte, puis d'être capable d'en faire la différence. En 2017 aussi, pour vous dire qu'il y a eu une conférence, en fait, sur la culture de sphinx en Allemagne, dont plusieurs intervenants canadiens se sont rendus, dont notamment Benoît. Puis, de cet événement-là, il y a un article scientifique qui a été publié qui rassemblait toutes les connaissances scientifiques qui avaient été développées depuis. Donc, si jamais, là, j'ai la référence en fin de présentation, si ça vous intéresse. Puis aussi, juste pour vous dire, moi et Benoît, on a été invités à participer à un atelier de travail sur la culture de sphinx en Finlande ce printemps. Donc, ça démontre vraiment qu'il y a un intérêt là, grandissant international à ce sujet-là, puis qu'il y a également un partage des connaissances qui se fait à ce sujet. Donc maintenant, on va tomber dans le vif du sujet. Comment mettre en place un site de culture de sphinx? Quelle est la bonne recette? Ou en fait, quelle est la recette telle qu'on la connaît actuellement? Donc, évidemment, la planification d'un site de culture de sphinx est une étape primordiale. Donc, ça va se faire en 2 étapes. Donc, on va commencer par définir le but de la culture. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec les sphinx qu'on produit. Puis ensuite, on va vouloir planifier les travaux. Donc, peu importe le but de la culture, donc peu importe ce qu'on veut faire avec nos sphinx, on va chercher à répondre à les questions suivantes. Donc, en fait, on va commencer par se demander, est-ce que le site qu'on a choisi va être adéquat pour la culture? Donc, en fait, les sphinx, c'est des plantes particulières, ça ne pousse pas sur n'importe quoi. Donc, ça va prendre un substrat de tourbe qui va être acide, poreux, peu décomposé, avec aussi une épaisseur résiduelle qui ne sera pas trop fine. Donc, on parle d'un résidu moyennement profond de 50 cm à peu près 1 mètre. Ensuite, on va se poser la question à savoir est-ce que le matériel végétal qu'on a pour ensemencer les bassins va être disponible et est-ce qu'il va être adéquat? Parce que, en fait, pour faire de la culture, il faut évidemment ensemencer les bassins, puis on ne peut pas mettre nécessairement des spores ou des graines de sphinx parce que ça ne fait pas de graines. Donc, on va plutôt réintroduire des fragments de sphinx, tout comme on le fait pour la restauration. Puis, il y a différentes études qui ont montré que ce n'est pas toutes les espèces de sphinx qui vont être intéressantes pour la culture. En fait, dépendamment des objectifs, est-ce qu'on veut un matériel qui va être très pur ou un mix d'espèces, ça peut être correct. En fait, on va surtout s'intéresser aux sphinx des sous-genres Sphagnum et Acutifolia, qui vont être aussi les mêmes que pour la restauration, parce qu'elles vont avoir des propriétés qui vont leur permettre de mieux résister aux conditions hydrologiques qui vont être un petit peu plus variables, puis fournir un matériel de qualité plus intéressant ensuite pour des, par exemple, substrats de croissance. Il y a des recommandations également qui vont se trouver dans le guide, dans la synthèse, en fait, par rapport à la quantité de matériel requis qu'on devrait réintroduire.
Ensuite, on va vouloir se demander, est-ce qu'on a une source d'eau qui va être disponible pour venir irriguer nos bassins? Est-ce que la qualité de l'eau va être adéquate? Est-ce qu'on en a assez? Donc, même chose, les sphènes, c'est pas des plantes ordinaires, ça n'aime pas l'eau riche et basique du réseau d'aqueduc, donc ça prend une eau acide plus typique des conditions de tourbière. Donc, ça peut entre autres provenir d'un bassin de rétention d'eau, de collecte des eaux de pluie, par exemple. Ensuite, on va vouloir s'assurer qu'on a accès à une source d'énergie. Donc, dans une optique d'avoir une irrigation qui va être automatisée ou des pompes doivent être utilisées, bien, il faut avoir une source d'énergie pour pouvoir alimenter ces pompes-là. Puis, finalement, il y a évidemment plein d'autres éléments généraux qui doivent être considérés, comme l'utilisation des milieux adjacents. Est-ce qu'elle est compatible avec la culture de sphènes à moyen-long terme? Est-ce que le site est accessible? Est-ce qu'il est à 2 km de la route puis il faut s'y rendre à pied? Est-ce que les conditions climatiques de la région sont adéquates à avoir une culture? Notamment, on pense là, que la culture de sphènes, peut-être dans les provinces de l'ouest du Canada, pourrait peut-être être un petit peu plus compliquée parce que en termes de la quantité de précipitations qui va être reçue tout au cours de la saison de croissance pourrait être un peu plus limitante par rapport à ce qu'elle l'est dans l'est du Canada. Ensuite, est-ce que la machinerie, l'équipement est disponible? Puis finalement, ça va être important de s'intéresser aux différentes réglementations qui peuvent être en place, qui peuvent limiter le projet. Donc, je vais ensuite passer la parole à Benoît concernant les différentes étapes de mise en place. Merci beaucoup, Mélina. Moi, je vais faire vraiment un survol là, sur les étapes pour la mise en place d'un nouveau site de culture. Comme je dis, c'est un survol. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à aller lire notre synthèse. En gros, les étapes, c'est d'abord aménager les bassins, ensuite faire l'installation du système d'irrigation. Là, à ce moment-là, on est prêt pour faire la réintroduction du matériel végétal, puis on démarre le système. Juste pour mentionner, vous voyez, il y a des photos là, où on voit des travailleurs qui travaillent manuellement. C'est ça, c'est nous, jusqu'à maintenant, on est dans des projets de recherche, c'est des petites échelles. On voulait vraiment avoir une qualité là, de nos installations assez élevée, là. Mais quand ça va être pour des projets de plus grande échelle, là, tout est possible de faire de façon mécanique. On peut changer de diapositive. Donc, pour ce qui est de l'aménagement des bassins, la première étape, c'est d'abord de délimiter le bassin. Donc, puis ensuite, ben, on va faire le retrait de la végétation quand c'est nécessaire. On va creuser le bassin, puis on va faire le nivellement. Ces trois dernières étapes-là, ils peuvent toutes se faire simultanément à l'aide d'une excavatrice là, qui a un godet là, qui est adapté là, pour le type de travaux à faire, là. Ce qui est important de faire, à porter attention ici, c'est vraiment de ne pas atteindre le minéral. Ça pourrait vraiment causer des problèmes, comme par exemple, si on atteint une veine d'eau, après ça, ça va être excessivement difficile de venir irriguer nos bassins, puis on va toujours perdre notre eau. Aussi, une autre conséquence de ça, ça serait de contaminer la tourbe avec du minéral. Ça serait la sphène, elle n'apprécierait pas ça du tout, là. Pour le nivellement, on veut une précision de plus ou moins 5 cm. C'est assez important parce que finalement, ça va permettre d'avoir une bonne distribution de l'eau dans les bassins. Et de cette façon-là, ça va optimiser les rendements de notre sphène. La largeur des bassins qu'on recommande, en fait, c'est vraiment en fonction de la machinerie qu'on dispose. Comme une bonne idée, ça serait de faire 2 fois la largeur de la longueur du bras de l'excavatrice. De cette façon-là, on peut atteindre toute la surface du bassin, on peut faire des opérations sur toute la surface en circulant de part et d'autre du bassin. On peut changer de diapositive. Pour la réintroduction du matériel végétal, ben, Mélina en a parlé quand même un peu tout à l'heure, mais en gros, là, c'est pratiquement les mêmes recommandations qu'on fait que pour la méthode de transfert de couche mucinale là, dans une restauration. Donc, vraiment, le guide de restauration des tourbières peut aider à ce niveau-là. Comme Mélina l'a dit, là, il faut qu'on ait accès à un site d'honneur qui a des espèces qui nous intéressent. Puis comme elle dit, les espèces qui nous intéressent, c'est dans le sous-genre Actifolia hispanium. La récolte dans le site d'honneur peut se faire de façon mécanique. Encore là, c'est pour des plus gros projets, mais si jamais
vous voulez vraiment une pureté, là, il y a une espèce en particulier que vous voulez avoir, puis ben là, dans ce cas-là, l'idéal serait de faire une récolte manuelle, mais c'est pour les plus petites échelles, là. Ensuite, pour l'épandage, on recommande de respecter les densités qui est de 1 pour 10. Puis, on peut aussi épandre de façon manuelle. On le voit bien sur la photo en haut à gauche, là. C'est un épandeur qui envoie l'esphègne par le côté. Donc, pas besoin d'aller dans le bassin par rapport à ça. Aussi, on pense que l'épandage de paille après avoir mis la sphaigne est essentiel, même si on contrôle nos conditions hydrologiques. Ça va vraiment aider la sphaigne à s'établir, puis à la protéger des intempéries ou peut-être la sécheresse ou des choses comme ça. On peut changer la diapositive, s'il vous plaît. Une chose à faire vraiment attention, c'est le moment de la réintroduction. Comme par exemple, ça nous est arrivé dans un de nos sites expérimentaux d'avoir à réensemencer par 4 reprises différentes. En gros, ce qu'on recommande là, pour éviter ce genre de situation-là, d'abord, au moment de l'ensemencement, s'assurer que notre système d'irrigation est fonctionnel. Ça va vraiment nous aider à garder un contrôle des conditions hydrologiques rapidement une fois l'ensemencement fait. Puis un bon moment pour le faire, l'ensemencement, c'est, on recommande fin printemps, début été. On laisse passer la fonte des neiges, là. Puis ensuite, c'est un bon moment parce qu'on va éviter les sécheresses de l'été, mais on va aussi éviter les conditions climatiques extrêmes qu'il peut y avoir en automne, comme des ouragans ou des choses comme ça. Changer. OK, le niveau de la nappe phréatique visé, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est ça, là. La sphaigne, elle a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau, mais c'est pas une plante aquatique. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut le niveau d'eau le plus élevé possible sans créer d'inondation dans nos bassins. Bref, la photo à gauche, c'est vraiment un bon exemple, là. Si on pouvait tout le temps atteindre ça, là, ça serait merveilleux. Puis, une autre chose qui est importante, c'est la stabilité du niveau d'eau. Si on a beaucoup de fluctuations au courant de la saison de croissance, là, ça risque d'affecter nos rendements. Puis, c'est encore plus important, tout ce que je dis là, les 2 premières années, parce que là, on parle plus juste du rendement, on parle peut-être même de mettre à risque la survie de la plante. Fait que les 2 premières années, là, c'est vraiment, vraiment important, là, la stabilité de l'eau et hauteur de nappe phréatique élevée. On peut changer. Comment on fait pour avoir les bons niveaux d'eau comme souhaité? On utilise des barrages qu'on place à la sortie des canaux. Nous, on a testé 2 types de barrages. Il y a entre autres des barrages fixes. C'est simple, là. Le barrage est placé à la hauteur désirée. Puis l'eau qui est en surplus va juste passer par-dessus. On peut aussi avoir des barrages, disons, fixe, mais qu'on peut, disons, on se déplace sur le site pour changer la hauteur, ça, c'est possible aussi. Mais l'autre type de barrage que je veux montrer, c'est un barrage mobile, mais automatique. C'est la photo de gauche. Ce qui est intéressant avec ce type d'installation-là, c'est qu'on peut prévenir un peu en fonction des conditions météo qui s'en viennent. Comme par exemple, si on sait qu'il y a beaucoup de précipitations qui s'en viennent, on peut prendre un peu d'avance puis diminuer un peu notre niveau d'eau avant que les précipitations arrivent. Puis inversement, la même chose, s'il y a une période de sécheresse qui s'en vient, ben, on va vouloir monter le niveau d'eau avant cette période-là. Donc, ça permet de faire ça, puis tout ça peut se faire de façon automatique, là. On pourra en parler un peu plus tard. Une autre chose qui est vraiment intéressante dans ce petit, je sais pas trop, c'est une petite innovation que j'appelle finalement. Dans le tube gris, là, il y a une mousse flottante qui permet d'ouvrir la valve en cas d'inondation, puis en cas que le système serait défaillant. Donc, on va toujours réussir grâce à ça à éviter les inondations. Fait que c'est vraiment merveilleux. On peut changer. Donc, on a testé différents dispositifs d'irrigation. Dans les photos qu'on voit là, on parle de canaux réservoirs. En fait, leur objectif, finalement, c'est de conserver l'eau dans le bassin.
On peut les placer de façon centrale ou en périphérie des bassins. Donc, c'est des canaux qui sont assez larges, assez profonds. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, on peut cliquer de nouveau. À ça, on peut combiner des drains souterrains. C'est ce qu'on a fait au début. Donc, on parle vraiment de drains de type agricole percés, là, de 4 pouces de diamètre, qu'on place soit dans le sens de la largeur du bassin ou de la longueur. Puis, ça permet d'acheminer l'eau plus au centre dans le bassin. Avec le temps, on a fini par réaliser que ce type d'installation-là n'est pas vraiment efficace parce que déjà, l'installation est complexe, mais après ça, l'entretien est difficile. Puis justement, les tuyaux risquent de se boucher. Là. On pense que c'est arrivé là, à plusieurs de nos sites. Là. Donc, on a par la suite, Sébastien, je sais que Sébastien est là, a travaillé beaucoup là-dessus. C'est des micro-canaux. Donc, ils remplacent vraiment bien les drains souterrains. Ils sont vraiment plus faciles à installer, plus faciles à entretenir, puis ils jouent le même rôle. Puis un autre avantage, c'est que même si on n'a pas épais de tourbe dans nos bassins, on peut les utiliser quand même. Puis finalement, en comparaison aux canaux réservoirs, ils représentent un obstacle beaucoup moins important là, pour les opérateurs, là, autant à pied que si jamais d'un jour il y a des machines qui ont besoin d'aller, peu importe, c'est plus facile à franchir. On ne fait pas vraiment de recommandations là, dans notre synthèse par rapport à qu'est-ce qui est le meilleur dispositif parce qu'il n'y a pas assez d'études qui ont été faites encore pour pouvoir affirmer des choses là, à ce niveau-là. Par contre, d'après nos expériences, on pourrait dire qu'une combinaison de canaux-réservoirs, de micro-canaux, avec un barrage qui est mobile et automatique, ça serait l'option qui offre le meilleur potentiel. Finalement, le choix que vous allez faire va dépendre beaucoup des conditions du site. Par exemple, la profondeur de tourbe que vous avez, les propriétés physiques de la tourbe, puis l'écoulement du site là, naturel, l'écoulement de l'eau naturelle qu'il y a au site. Là. Fait que tout ça va être des choix. Puis nous, on fait des recommandations pour chacun des types de dispositifs dans le guide. Puis comme par exemple, là, pour la distance entre des micro-canaux, il y a un tableau qui présente, OK, ben, en fonction de la qualité de la tourbe, puis des conditions climatiques de votre région, bon, ben, quelle distance serait appropriée là, entre chaque micro-canal. Donc, on peut changer. Pour ce qui est du système d'irrigation et d'automatisation, ce qui est vraiment important de dire, c'est qu'il faut le démarrer le plus rapidement possible, surtout les premières années, au moment de l'ensemencement, mais aussi les années subséquentes, là, au début de la saison de croissance. Là. On a testé 2 types de systèmes. Le premier, ça a été par gravité, où on utilisait un réservoir d'eau avec des valves. Puis le deuxième, c'est par pompage direct. Il y a vraiment une pompe qui est attribuée à un bassin, et puis là, la pompe va s'activer à chaque besoin d'irrigation qu'on a. On utilise les panneaux solaires là, comme source d'énergie, excepté là, pour la méthode par gravité. Là, au début, on utilisait une pompe à gaz pour remplir le réservoir, mais ça oblige là, à faire déplacer une personne qui va aller activer la pompe puis la fermer pour remplir notre réservoir. Donc ça, on a fini par remplacer ce type de pompe-là. Les pompes utilisées, comme à la photo en bas à droite, sont des pompes centrifuges à basse pression. Ils ont servi plusieurs années. De mon expérience personnelle, je trouve que c'est des pompes qui doivent être amorcées. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises qu'ils se désamorcent. Donc, on doit retourner sur le site pour les réamorcer. Donc, si ça arrive vraiment souvent, ça finit que le système n'est plus automatisé. On a trop besoin de maintenance sur ce genre de pompe-là. Donc, dans les 2 dernières années, on a testé des pompes submersibles qu'on met directement dans l'eau et qui sont auto-amorçantes. Jusqu'à maintenant, ça a donné des bons résultats, mais on a juste 2 ans d'essai pour dire si peut-être la durabilité, on ne connaît pas la durabilité, en gros. Le système d'automatisation, lui, il fonctionne avec des sonars. Les sonars, ils vont mesurer le niveau d'eau dans nos canaux. Donc, c'est eux qui vont avertir s'il y a un besoin d'eau.
Puis ensuite, c'est un programme informatique qui va faire les commandes, soit ouvrir des valves, soit partir les pompes, en fonction des besoins d'irrigation. Et puis tout ça est connecté avec un Wi-Fi, c'est le moyen qu'on a de l'extérieur pour communiquer avec le programme. Au niveau de la maintenance et du suivi, une des choses importantes, c'est vraiment faire la surveillance du site. Il faut aller sur le site fréquemment, voir si tout fonctionne bien, le système d'irrigation surtout. Puis, on fait aussi un suivi hydrologique. Donc, la première chose au niveau du suivi hydrologique, c'est le niveau de la nappe phréatique. On utilise des puits ou on peut utiliser aussi des level loggers pour prendre des données en continu. On fait aussi la surveillance de la qualité de l'eau. Donc, on peut faire des analyses chimiques sur nos échantillons, sur l'eau des bassins. Puis, ça permet vraiment de voir, bon, est-ce que la qualité de l'eau répond toujours à nos besoins. On fait un suivi de la végétation. Ça dépend vraiment pour chaque projet, les besoins que vous allez avoir. Mais ça permet de déterminer les espèces présentes et aussi de mesurer notre rendement en sphaigne. Puis, au niveau du contrôle des espèces indésirables, c'est sûr que c'est inévitable. Il va y avoir d'autres espèces dans nos bassins, mais ce n'est pas un gros problème, en tout cas pour les expériences qu'on a jusqu'à maintenant au Canada. Donc, on ne recommande pas vraiment, selon nous, ce n'est pas nécessaire de faire ce type de contrôle-là. Toutefois, dans la synthèse, on présente des méthodes de contrôle. Si jamais c'est nécessaire un jour, l'information est là. Puis la dernière chose au niveau de la maintenance et le suivi, c'est l'hivernage du site. Pendant l'hiver, on veut mettre à l'abri nos équipements les plus dispendieux, les plus sensibles. Donc, ça implique finalement qu'il faut refaire l'ouverture du site au printemps. La récolte, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a encore aucune récolte qui a été faite au Canada à ce jour. Toutefois, on estime que ça va prendre 7 à 10 ans avant de pouvoir faire une première récolte. Cette récolte-là, le moment va être choisi en fonction du décomposition de la sphaigne. Okay? On sait que la sphaigne se décompose. Cette décomposition-là va augmenter d'année en année dans nos bassins de culture de sphaigne. Donc, le jour qu'on va vouloir récolter, ça va être parce qu'on considère que la décomposition est rendue trop élevée. Donc, les méthodes de récolte, il y en a plusieurs possibles. On n'en a jamais encore testé. On ne peut pas recommander encore tout de suite quelle est la meilleure. Au niveau de l'entreposage et du conditionnement, les étapes vont vraiment différer en fonction de le type de marché que vous ciblez avec votre sphaigne. Ce ne sera pas les mêmes étapes d'entreposage ou de conditionnement. On présente des options dans notre synthèse. Encore là, il y a peu d'études qui ont été faites au niveau sur ces sujets-là. Il y a vraiment beaucoup à savoir, donc on ne peut pas faire de recommandations pour le moment. On peut changer. Concernant les ressources nécessaires pour mettre en place une culture de sphaigne, pas seulement mettre en place le suivi, là, vraiment, on parle d'un cycle complet. On présente tous les besoins en ressources humaines, matérielles, puis financières, qui sont présentés en dollars par hectare. Les chiffres qui sont donnés, c'est des estimations qui ont été faites en fonction on s'entend, c'est des projets de recherche c'est expérimental, puis c'est à petite échelle. OK, donc ce qui est présenté, c'est clair qu'il y a moyen d'avoir avec l'expérience qui va être acquise au fur des années, au fur qu'on avance dans la recherche, les coûts vont diminuer. Puis aussi, avec des projets à plus grande échelle, il va y avoir une économie d'échelle. Mais il reste vraiment beaucoup de travail à faire pour diminuer les coûts de production. Pour ce qui est des cycles subséquents, c'est-à-dire qu'après une première récolte, là, nos bassins servent encore pour un prochain cycle. On ne peut pas non plus faire d'estimation des ressources nécessaires parce que ça n'a jamais été fait, on n'a jamais récolté. Toutefois, on peut quand même aisément affirmer que ça va être moins dispendieux que
le premier cycle parce que les installations sont déjà toutes en place. Il y a beaucoup d'équipements qui vont être utilisés. Donc, c'est ça, on peut s'attendre à ce que les coûts soient plus faibles. Donc, si vous voulez plus de détails sur les ressources nécessaires, n'hésitez pas à consulter notre guide. Merci, Benoît. Oui, mais donc, en conclusion, je voudrais rajouter que la culture de Sphing, elle va proposer vraiment plusieurs avantages environnementaux, économiques et sociaux. Puis on comprend vraiment ici que l'élément clé à une culture de Sphing qui va être productive va être donc un contrôle des conditions hydrologiques pour avoir un niveau d'eau qui va être le plus stable et le plus élevé, donc juste sous la surface des Sphings et tout au cours de la saison de croissance. Donc, ça va vraiment requérir un contrôle actif et automatisé de l'irrigation. Puis ces étapes-là ont quand même été franchies au Canada à ce propos là, avec la mise en place des 2 nouveaux sites de culture à Shippagan et à Saint-Modeste. Et il y a des nombreuses connaissances là, qui ont été acquises à ce propos, donc de nombreux étudiants qui ont fait leurs projets sur ces sites-là, donc plein de connaissances acquises. Mais il y a effectivement plusieurs défis qui demeurent pour la culture de Sphing, donc entre autres le développement, comme le dit Benoît, là, des méthodes de récolte puis d'initiation des cycles subséquents va être un des défis principaux. Mais donc, la culture de Sphing offre clairement la possibilité de contribuer à la résolution de problèmes environnementaux. Puis, c'est une utilisation quand même des terres qui constitue une solution axée sur la nature qui permet d'atténuer les changements climatiques. Parce que peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais la culture de Sphing, durant la période de culture, a quand même la capacité de séquestrer du carbone. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement de la palidiculture, donc une approche de culture durable sur des tourbières, soit naturelles ou remouillées. Puis, donc, il va s'agir en fait de saisir cette opportunité-là en unissant les différents secteurs, donc industriels, politiques et de la recherche, pour développer à plus large échelle la culture de Sphing. Et comme dit plusieurs fois, puis comme Marie-Claire l'a mis en commentaire, donc vous trouverez le guide soit en anglais ou en français sur les sites web de la PTHQ, du GRET et de Valorez. Et je le répète encore une fois, donc les informations qui vont être exposées dans le guide vont être appelées à être modifiées au fur et à mesure que la recherche et la pratique aussi se développent. Voici les différentes références là, que je vous ai mentionnées. Si jamais, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour avoir plus de détails. Puis donc, je ne répéterai pas toute l'information que Marie-Claire a dit plus tôt. Je voudrais également remercier des personnes que nous avons consultées là, pour rédiger cette synthèse. Donc, entre autres, Cédric Morin de l'IRDA, François Quinty, WSP, Guillaume Boulet de chez Premier Tech, producteur et consommateur, Cathy Pouliot, Sébastien Gutiérrez-Pacheco, Robert Lagacé de l'Université Laval. On les remercie beaucoup pour tout le temps qu'ils nous ont accordé. On voudrait également remercier Laurence Pelletier de chez Valorez pour avoir aidé à la rédaction. Puis, on a également reçu l'appui d'un comité de révision. On n'a pas fait ça tout seul. On a quand même eu des gens derrière nous qui nous ont dit qu'est-ce qu'on faisait bien et de moins bien. Donc, Stéphanie Boudreau du CSPME de la PTHQ, Frédéric Caron et Valérie Lavoie de chez Premier Tech, Pierre-Olivier Sauvageau de chez Berger, Lynn Rochefort de l'Université Laval, Marion Tétégan-Simon de chez Valorez et Sandrine Augugron de l'UQAR. Donc, merci à tous. Ça fait le tour pour la présentation. Puis, prendrai vos questions. Merci énormément, Benoît et Mélina. C'était vraiment super intéressant. Donc, tel que peut-être expliqué au début, oui, c'est ça. Vous pouvez ouvrir votre caméra là, si ça vous tente. On peut jaser. Et puis, vous pouvez soit écrire dans le chat si ça ne vous tente pas de parler. Vous pouvez nous écrire les questions. Et puis, sinon, vous pouvez juste lever la main, nous faire signe avec la petite option de lever la main en haut pour poser vos questions. Et puis, j'en profite tout de suite pour vous dire, c'est ça, on verra avec Valorez si on peut partager la vidéo ou si elle est disponible à quelque part. Pour ceux là, qui ont peut-être manqué la vidéo au début qui était fort jolie. Donc, allez-y, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Nous avons un premier, Marc-André. N'oublie pas de démuter en bon français ton microphone. Oui, j'ai quelques petites questions. De un, dans votre guide, pour le protocole de mesure, comme tout ce qui est tuyaux, puis les mesures de la nappe phréatique, est-ce que le protocole est dans le guide? C'est juste une des vagues. Peux-tu répondre, Benoît? Oui, je pense que c'est chez... Comme tu parles surtout des profondeurs des canaux, par exemple, ou comme vraiment plus de détails, finalement?
Ben, au niveau du suivi de la nappe phréatique, par exemple, comme, admettons que moi, comme entreprise, je commencerai de la culture de sphinx. Est-ce que le protocole est disponible pour savoir comment mesurer? Parce qu'en assurant Ouais, nos comme le. employés, on a fait ça. Ouais. Sais-tu, je me rappelle pas si on l'a mis, Mélina. Est-ce que. Ouais, OK, merci, Mais Marie-Claire. je peux y aller, sinon, dans le fond, Ouais. on était restreint dans l'espace, là, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tout mettre. Donc, on suggère en fait 2 choses dans le guide, que ce soit un suivi qui peut se faire manuellement, donc avec des tuyaux en PVC crépinés. Ça, c'est le genre de choses que l'information dans différentes littératures de tourbières que tu peux trouver. Puis sinon, c'est un suivi qui peut se faire dans ces mêmes tuyaux-là, mais avec des senseurs automatiques. Pas des senseurs, mais des enregistreurs automatiques. Puis là, je pense qu'on met peut-être le modèle qui est utilisé, mais tu sais, même chose, ça, c'est assez standard dans la littérature. C'est pas mal tout le temps les mêmes choses qui sont utilisées. Mais c'était difficile pour nous de mettre un protocole parce que les besoins de suivi du niveau d'eau vont tellement varier selon tu sais, les objectifs ou selon aussi finalement l'argent que tu as à mettre là-dessus. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est important d'avoir un suivi de niveau de l'eau, je dirais au moins aux 2 semaines ou aux semaines. Mais tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir un enregistreur automatique. Ça dépend beaucoup de tes ressources. Voilà. OK. Je vais me permettre d'ajouter là-dessus, l'Association des producteurs de tours horticoles du Québec, donc la PTHQ, avait rédigé il y a quelques années un petit résumé de plusieurs protocoles de suivi, dont celui des niveaux d'eau. C'est vraiment le protocole standard qui est suivi non seulement par le GRED, mais pas mal partout. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, ce guide-là, ce document-là est disponible là, en nous contactant. Je vais continuer avec une question de Marianne Lessard. Une fois la récolte effectuée, est-ce nécessaire de reprendre des sphaignes d'un site mère pour replanter? Ou sinon, j'imagine qu'il est possible de garder une proportion de sphaignes sur le site en culture, en rotation, qui va servir à croître et à réalimenter le site de culture. Quelle serait cette proportion? Intéressant. Super bonne question. Je vais m'essayer, puis au pire, Mélina, n'hésite pas à commenter si tu veux ajouter, là, Oui. mais c'est vraiment une bonne question. Puis en fait, à mon avis, l'intérêt serait qu'on puisse récolter puis qu'on n'a pas besoin d'ensemencer de nouveau. Mais on n'a pas fait de récolte encore. Moi, je pense qu'on ne le sait pas encore si ça va être possible de le faire. Puis si on le fait, est-ce qu'on va récolter une quantité intéressante de matière finalement là? Il y a vraiment des études à faire sur ce sujet-là, selon moi, là. Ce que je peux peut-être juste rajouter, c'est qu'on le sait par contre qu'en Allemagne, eux, ils en ont déjà fait de la récolte. Puis ce qu'ils ont utilisé, c'est appelle ça une faux cardeuse. C'est un espèce avec aussi une excavatrice avec un très, très long bras, ils viennent, c'est un espèce de peigne qui vient couper la surface du tapis de sphinx. Je ne sais pas exactement l'épaisseur qui a été récoltée là-bas, mais ils en ont laissé une certaine quantité. Puis il faut savoir que les sphinx, entre ces 0 à 10 cm-là, la capacité de régénération est très, très bonne. Là. Fait que s'il y en a une petite quantité qui est laissée, peu importe, même si c'est le bas du 10 cm, ils vont très bien se régénérer. Fait que c'est pas nécessairement en termes de proportion, plutôt que de récolter, si on veut, le top pour laisser le bas, et de s'assurer que cette sphinx-là a aussi une capacité de régénération. Fait que je pense que je suis aussi dans l'optique de Benoît, on fait de la culture de sphinx pour que ce soit rentable aussi. Fait que si on a toujours à aller se réensemencer, comme tu dis, dans un site maître, dans un site d'honneur, je pense que c'est pas l'optique vers laquelle il faut aller, là. Super, merci. Je ne vois personne qui a d'autres questions, donc je vous invite à vous déjeuner si lieu il y a. Moi, j'en ai une question puisque je ne fais pas partie des 7 personnes qui font de la culture de sphinx dans leur cours. J'ai 2 questions en fait. Les images qu'on voit, là, c'est souvent des sites de culture de sphinx qui sont ouverts à côté des sites d'extraction de tours. Est-ce qu'on peut, parce que là, Mélina t'a dit tantôt, ou sur des sites remouillés, là, que ça pouvait avoir lieu. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que ça a lieu des fois sur des tourbières qui ont déjà été extraites ou, tu sais, comme dans d'autres situations? Je suis pas sûre de comprendre ta question, mais Euh, là, je parlais plus de paléoculture en général, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour l'instant, en vrai, tu sais, au Canada, les sites de culture ont été établis soit dans une tourbière qui avait été extraite pour le bloc-cote, qui s'est un peu comme auto-régénéré. Donc, il y avait un peu déjà cette alternance là, de tranchée et de bassin, donc qui proposait une espèce de structure déjà favorable.
assez modeste. Effectivement, on est en bordure de planches en extraction dans une espèce de portion d'une tourbière qui était comme plus naturelle. Puis, ben, à Chupagan, on est aussi dans une ancienne tranchée, mais en Allemagne, en Europe, en fait, où ils se mettent, c'est dans des vieux champs agricoles qui étaient anciennement des tourbières, des milieux humides. Donc, ça amène d'autres enjeux, évidemment, là, mais moi, je pense que tant que la qualité de l'eau, la qualité de la tourbe est là, puis l'épaisseur est là, puis qu'on peut avoir de l'eau pour irriguer nos bassins, puis qu'il n'y a pas nécessairement une circulation d'eau qui ferait qui drainerait tous nos bassins, je pense que ça peut être possible, mais c'est des super bonnes considérations. C'est des choses à prendre en considération. Hein. Donc, ça n'a pas encore été fait au Canada. C'est quelque chose qui pourrait être testé en site post-extraction. OK, merci. À ma connaissance, comme on dit. Là. OK, parfait. Nous avons une autre question de certain Marc-André. Est-ce que ça a seulement été fait sur des tourbières ombrotrophes? Ouais, pardon. Ah, t'as compris, Mina? J'ai pas compris. Oui. Est-ce que ça a été seulement fait sur des tourbières ombrotrophes? Je te dirais que oui. En ce moment, on a un de nos sites où, dans un certain bassin, comme l'épaisseur de tourbe qui est atteinte est vraiment faible, là, je dirais qu'il y a même moins que 50 cm, les conditions peuvent commencer à ressembler à des conditions un petit peu plus minérotrophes. Dans le guide, on donne des super bonnes recommandations. C'est un des endroits où on est allé assez précisément sur un espèce de pH ou une conductivité de tourbe à pas dépasser. Même chose pour l'eau. C'est possible. Mais il faut c'est comme, dans le fond, on donne des recommandations pour le pH et pour l'électroconductivité, c'est qu'on essaie de respecter l'un ou l'autre. On peut être plus tolérant de conditions en électroconductivité plus riches, mais si on a un pH plus faible, et l'inverse aussi. Ça peut être possible, mais il y a, en fait, ce que je peux rajouter, je vais arrêter après aussi, en Allemagne, ils sont dans des conditions vraiment plus riches, puis ça amène beaucoup de problèmes, ce qui fait qu'eux, ils vont réintroduire une espèce qui est le Sphagnum papiosum, c'est ça qu'ils veulent faire pousser, mais en fait, ils se ramassent avec du Sphagnum phallax à grandeur, qui n'est pas du tout l'espèce qui est visée par la culture, puis qui n'a pas des propriétés non plus intéressantes après pour l'utilisation, parce que les conditions sont trop riches. Fait que c'est comme faut faire attention. OK. Si je peux amener un complément d'information, il y a des bassins de culture de mousse de ferme qui avaient été testés à la tourbière expérimentale de Bix-Saint-Fabien avec des résultats mitigés. Il y a beaucoup d'effets de bordure dans les fermes, fait que c'était plus difficile, mais vraiment la culture de sphinx, c'est dans les... Ouais, bon. Est-ce qu'on a d'autres questions en ce moment? Sinon, je vais profiter pour en poser une dernière. L'automatisation de l'irrigation, c'est bon avec Sébastien, avec l'IRDA. Là, je vois Robert qui est là aussi. Ça avait été un sujet vraiment important, puis c'est le nerf de la guerre. Là, Benoît nous l'a bien indiqué. L'automatisation pas l'automatisation, mais la mécanisation des étapes d'installation du bassin, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on en fait? Parce que on a vu beaucoup de photos de gens avec des râteaux et des raquettes là, dans les bassins. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné qu'avec l'expérience, ça va rouler, puis ça va être on va être capable de faire ça de façon plus mécanique, rapide, efficace? Ben, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, on peut déjà dire que tout se fait de façon mécanique, mais pour le moment, on reste à l'extérieur des bassins, on ne va pas dedans. Là. Il va peut-être tout le temps avoir un petit peu de peaufinage. Là. Par exemple, la sphène qu'on va épandre du côté du bassin. Bon, c'est possible qu'il y ait des petits ajustements à faire pour mieux la distribuer. Là. Mais je pense que globalement, tout peut se faire de façon mécanique au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir aller dans les bassins puis vraiment augmenter notre surface de culture là, parce que finalement, on n'a plus besoin d'avoir de terre-plein, tout ça? Là, on en est là. Il faut qu'il y ait du travail à faire pour se rendre là. Oui, puis je pense que c'est à retenir aussi que, en ce moment, la machinerie qui est utilisée, c'est pas nécessairement une machinerie qui est dédiée à faire ça. Je veux dire, pour répandre la végétation, c'est un épandeur à fumier. Je veux dire, le jour où il y aura effectivement la machinerie dédiée à ça, mais l'optimisation va être de plus grande. Là. Super. Bon, ben écoutez, les deux auteurs nous ont bien souligné à quel point il y a du travail qui devait être fait. Fait que je pense que je vais laisser tout le monde retourner à son travail. Sur ça, écoutez, le guide est magnifique. Le guide, nous, on en a quelques copies en version imprimée. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous contacter, mais on en a très peu de copies parce qu'on est maintenant dans l'ère du numérique.
Donc, Mélina a bien expliqué, vous pouvez vous procurer, télécharger le document, partagez-le, lisez-le. Excellente lecture de chevet. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, on est toujours preneurs parce qu'on a aussi entendu que c'est un guide qui va être mis à jour, que les recherches vont continuer. Et puis, Mélina, Benoît, je vous remercie de cette excellente présentation. À tous les participants, merci de votre intérêt, merci pour les questions. On est disponible à l'extérieur de tout ça si jamais vous avez des questions à propos de la culture de sphinx. Et puis, je vous souhaite là-dessus un très bel après-midi. Merci beaucoup. Merci, Marie-Claire. Merci. Bye.